Et donc généralement, c'est comme ça que les démos parties sont annoncées, c'est qu'en fait on les annonce avec des démos, dans des démos parties. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça perpétue la chaîne. Voilà. Donc NVScene, c'est l'une des rares démos parties aux États-Unis. Parce que le gros des démos parties, c'est quand même en Europe et c'est surtout Europe de l'Est, Europe du Nord. Surtout la plus grande démo partie du monde, c'est la révision en Allemagne tous les ans à Saarbrücken, qui a lieu au week-end de Pâques. Donc si vous ne savez pas quoi faire à Pâques, n'hésitez pas à passer à Saarbrücken. Une grosse démo partie aussi, c'est l'Evoque, qui a lieu à Cologne en Allemagne. Voilà. Donc voilà, ça tourne un peu dans ce rayon-là. D'ailleurs, il y a un site qui les répertorie qui s'appelle demoparty.net. Voilà. Et là, on peut les voir. Et on peut voir que c'est en Europe du Nord. Voilà. Donc Allemagne, Suède, il y en a plein en Suède. Voilà. Donc ça, c'est toutes les prochaines. Donc voilà, calendrier. Et on peut voir qu'à peu près tous les week-ends, il y en a une, quelque part dans le monde. Voilà. Attends le micro. Alors du coup, en attendant, donc vous devriez tous avoir du coup Tool que vous avez décompressé, je ne sais où. Alors, je fais du remplissage. Désolé, comme ça. Alors, si, sinon ça marche. Je pense. Je vais mettre une... Désolé. Pas de soucis. Merci. Alors, voilà. Ah, c'est bon? T'entends quelque chose? Allô, allô? 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 Oui, t'entends? Ouais, c'est bon, très bien. Oui, donc ouais, c'est le groupe Steel qui l'a fait. Comme je vous disais tout à l'heure, ils ont monté en fait un business avec. Donc leur business s'appelle Framefield. Et en fait, ils ont open sourcé il n'y a pas longtemps leur outil sur GitHub. Donc du coup, voilà, vous pouvez aller voir comment c'est fait. Donc très clairement, c'est pas du tout orienté contrainte de taille. Là, on est vraiment plus dans la création, enfin libre. Voilà, donc on va voir surtout le son. En fait, le son, il y a vraiment rien qui est fait dessus. Donc en fait, il embarque un MP3 ou OGG. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas faire de la taille limitée, quoi. Bref. Mais bon, je l'ai mis parce que potentiellement, en fait, on aurait pu utiliser Unity ou Unreal pour le faire aussi, parce que voilà, comme on a discuté tout à l'heure, en fait, à partir du moment où on produit une animation temps réel avec un petit peu d'esthétisme, l'esthétisme, voilà, on fait ce qu'on veut, quoi, on s'en fout. Enfin, démo, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais donc on aurait pu le faire avec Unity et Unreal, voilà, mais là ça aurait nécessité des compétences de code. Moi là je voulais plus vous montrer voilà, comment on peut aussi faire une démo mais sans forcément savoir coder, ou en tout cas quand on est dans un groupe, bon c'est bien d'avoir un codeur dans le groupe parce que on va voir que on est assez rapidement limité si on met pas les mains dans le cambouis. Mais après, une fois que le codeur du groupe vous donne des outils, voilà, vous en tant qu'artiste, du coup, vous pouvez assembler ces blocs et vous exprimer un peu plus de manière artistique. Voilà. C'est pas pour dire que les codeurs ne sont pas des artistes, mais c'est un peu plus dur. Bref, donc vous devriez avoir cette interface, du coup, qui est l'interface de Tool. Je sais pas si on la voit. Peut-être. Hop. Alors rapidement à gauche, du coup, c'est la librairie des blocs disponibles. Donc oui, c'est de la programmation nodale. Donc là, par exemple, voilà. Alors ceux qui ont programmé en Unreal, ils ont forcément l'habitude avec les blueprints. Donc en fait, voilà, on met des nœuds et simplement en remontant les nœuds, les liens entre les nœuds, en fait, on va créer des choses. Donc là c'est la scène. On a un petit color picker à gauche, ça sert de temps en temps. En bas, alors
Donc en bas là c'est le son et en fait c'est la timeline. Donc en fait c'est la timeline avec la waveform du son qui est au-dessus. Donc on peut remettre à 0. Alors pour se déplacer dans le temps, en fait il faut cliquer en bas de la timeline, enfin sur la timeline là. Et comme ça on peut déplacer le curseur de lecture. Donc je vais le remettre à 0. Et... Ah, il n'y a pas de son. Ah oui. Je crois que j'avais tout gueule le son. Non. J'ai pas de son, pardon. Pardon, je réessaye. Alors je ne comprends pas, mais bon c'est pas grave, croyez-moi, normalement il y aura du son. Enfin, sur vos PC il y a sûrement du son. J'ai dû toucher un truc qu'il fallait pas. Mais donc en fait, ça... Alors là on le voit pas trop à l'écran, mais bon vous le voyez tous sur vos écrans. S'il y en a qui n'ont pas d'ordi, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui a un ordi. Hein. Et en fait, ça nous affiche la waveform du son. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à synchroniser les effets avec le son. C'est qu'en fait, on voit visuellement en fait le son, en fait la musique qui va être faite. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à synchroniser. Mais bon, il y a d'autres moteurs, notamment quand on travaille avec de la synthèse. Par contre, on travaille avec des méthodes différentes. Mais bref. Donc là, la scène devant. Donc on zoome avec la molette. Clic droit, ça nous permet de déplacer la scène. Clic gauche pour sélectionner. Hop, on peut voilà, déplacer un objet. Alors, je vais peut-être revenir au tout début. Vous devez avoir commencé avec un truc comme ça. Welcome to l'IO. Voilà, donc bon, je vais rapidement vous montrer en fait ce qu'il y a de base. Là, ici, c'est les paramètres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur un nœud, on va se retrouver avec des paramètres. Ici, par exemple, TrueColor, mauvais exemple, il n'y en a pas. Hop. Je vais aller chercher cela. Hop, par exemple, caméra. Voilà, donc caméra, on se retrouve avec tous les paramètres classiques d'une caméra, donc la position, target, vector up, l'aspect ratio, etc., etc. Donc c'est là qu'on définit. Bon, la petite console pour les messages système. Et un truc intéressant, c'est que de base, il y a deux vues caméra. Et on va voir pourquoi, mais en fait c'est assez malin d'avoir mis deux vues. C'est qu'on va pouvoir travailler en fait sur un effet particulier avec une vue, et voir dans l'autre vue l'effet final en fait. On va pouvoir avoir deux rendus différents, et ça c'est plutôt intelligent. Voilà, donc je vous propose... alors si, là rapidement, je vous ai montré Intrinsic Gravity. En fait, Intrinsic Gravity, vous le retrouvez du coup ici. Hop, il est juste ici. Et si vous double-cliquez dessus, en fait, ça va ouvrir le nœud, parce que on peut faire des sous-nœuds, etc., etc. Et en fait, avec ça, alors je vais redimensionner un peu mon layout. Là, en fait, vous êtes capable de faire du reverse engineering sur leur production. C'est-à-dire que, alors, je ne vous ai pas montré, mais en fait, voilà. C'est-à-dire que là, si je joue, alors normalement il y a du son, mais en fait, c'est exactement la démo que vous venez de voir juste avant. Donc c'est pas du pipeau, c'est vraiment l'outil qui a servi à générer la démo. Et donc on peut aller voir comment il a fait la démo. Alors forcément, on va se retrouver tout de suite avec un truc assez compliqué. Mais en fait, on peut la découper. Alors faut voir que là, il y a cette partie-là qui va faire tel effet, il y a telle autre partie qui va faire tel autre effet, tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse de travailler avec ces outils, je vous invite vraiment à aller voir dans les projets existants, voilà, comment ils ont fait leur truc. Et surtout, un truc que je trouve très intéressant, c'est que, hop, si je reviens ici, et si j'arrête de lire, parce que, hop, en fait, on peut voir aussi leur processus de recherche.
Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que au final, c'est un art, et en tant qu'artiste, il faut faire de la recherche. Donc on va rechercher des effets intéressants, voilà, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Voilà. Et ensuite, à la fin, on va se dire, ok, j'ai trouvé suffisamment de trucs pour les assembler, pour faire une démo. Et donc là, on peut voir toutes les expériences qu'ils ont faites. Par exemple, Mosaic, au final, ils ne l'ont pas utilisé dans la démo, mais ça fait quand même partie des choses qu'ils ont recherchées, etc. Ça, ils l'ont utilisé à un moment, mais en noir et blanc, il me semble, donc c'est pas très représentatif. Voilà, ça, à un moment, on voyait un Taurus qui était tessellé avec des ronds, tout ça. Donc, là, on se retrouve vraiment avec chaque effet au cas par cas. Et donc, encore une fois, on peut aller voir comment c'est fait. Donc là, par exemple, ce Taurus-là, on peut rentrer dedans et en fait se rendre compte que c'est assez simple. Enfin, il n'y a pas beaucoup de nœuds, disons. Pas forcément que c'est assez simple. Mais quand assez peu de nœuds, voilà, il a quand même réussi à créer l'effet. Et là, c'est là que l'outil nodal est intéressant et qu'on retrouve du coup dans Unreal et il y a des plugins Unity aussi qui font ça. C'est que juste en déplaçant un nœud, on est capable de faire de nouvelles expériences, on est capable de tester très rapidement. Et ça, c'est vraiment un bonus parce que en tant qu'artiste, en fait, on veut avoir du feedback très rapidement sur ce qu'on est en train de faire. Et donc voilà, l'outil de programmation visuelle avec des nœuds comme ça, c'est vraiment parfait. Voilà, donc bon. Donc si vous avez envie d'aller plus loin. Mais là, donc pour commencer, on va tout simplement on va partir de zéro. Donc on va se mettre autre part. Défaut home, alors là je suis revenu à la racine ici, à défaut home, donc faut cliquer sur défaut home si jamais vous êtes rentré dans un groupe. Et on va appuyer sur tab pour afficher une petite fenêtre, donc tabulation à gauche, pour créer une petite fenêtre. Et donc ça c'est... Alors par défaut il y a des opérateurs, enfin des nœuds qu'on utilise assez fréquemment. Et donc par exemple on peut s'amuser à insérer un Taurus. Taurus en français c'est Thor, et en fait c'est un gros donut. Voilà, donc on a un donut ici. On peut tourner autour. Alors donc là on est sur la vue 3D. Alors vous pouvez réorganiser votre layout comme vous voulez, hein, vous pouvez agrandir tout ça. Il y a aussi des layouts qui sont préenregistrés, donc si vous allez dans View, Layout, donc voilà, prenez celui que vous voulez. Moi je pense que je vais prendre celui-là, voilà. Parce que là la petite case de gauche, bon, vu qu'on a tab, on s'en sert pas trop. C'est laquelle Là du coup F4. Voilà. F4. Donc ça nous donne une grosse vue et une autre petite vue, donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Donc hop. Alors paramètres du Taurus, du coup, le rayon. Alors le rayon, du coup, c'est un vecteur 2, donc on a le rayon, pour ceux qui connaissent, le rayon, le gros rayon qui va en fait influencer le gros rayon du Thor, je sais pas comment dire, et le petit rayon qui va être l'épaisseur en fait du donut. Donc là, alors pour modifier ça en fait, on peut simplement cliquer dessus et voilà, déplacer en fait en restant appuyé pour modifier. Donc là, on modifie uniquement l'épaisseur du Thor. Et le rayon de gauche, le grand rayon, il va modifier voilà. Le rayon général. Le rayon général, voilà. Je connais pas les termes pour le Thor en fait. Enfin, il y a deux rayons et c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà. Alors, on peut aussi juste cliquer et à ce moment-là, ça se transforme en boîte de saisie et là, on peut rentrer ce qu'on veut. Et on peut aussi contrôle, enfin, en gardant contrôle et en cliquant, ça le reset à sa valeur par défaut. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Donc hop, je reset à 0. Alors tessellate, du coup, c'est en fait le nombre de vertices qu'on crée. Et en fait, si on diminue le nombre de vertices, ça peut devenir intéressant.
parce qu'on peut se retrouver sur des formes un peu plus géométriques. Alors là, ça vous me donne un nombre à virgule, mais bon, ça le clamp. Donc là, on a créé un donut avec 7 divisions. On peut même jusqu'à aller créer des triangles. Hop. Voilà. Non, je suis allé un peu trop bas. Hop. Voilà. Ah, bref. Bon. C'est qu'on a un losange. Voilà. Donc là, c'est la tessellation dans un sens, et à nouveau, on a aussi la tessellation dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on peut se retrouver avec une forme vraiment basique. Ici, voilà. Ah bon, après, bon, il y a d'autres paramètres, tout ça, on peut... couleur, pas très important. Et en fait, aussi, ce qu'on a ici, c'est des presets. Et ça aussi, c'est vachement intéressant quand vous faites de la recherche. C'est que vous modifiez les paramètres, et puis à un moment, vous dites « Ah, j'aime bien ça, et je vais en faire un preset. » Et alors, si j'agrandis un peu... Hop, voilà. Donc là, on se retrouve avec plusieurs presets. Donc c'est le même opérateur, enfin c'est le même nœud, mais avec des paramètres différents. Et donc si on clique, en fait on l'applique, tout simplement. Donc là, hop, si j'ai envie d'un carré, paf, j'ai un carré. Très bien. D'ailleurs c'est un carré dans l'espace. Bon là, tort, tout simple, voilà. Et en fait, si on reste appuyé et que après on déplace la souris, en fait, vous voyez que il y a un pourcentage qui est marqué, et en fait c'est le pourcentage d'application des paramètres. Voilà, alors bon, ok, c'est peut-être un peu trop compliqué, mais du coup ça permet quand même de merger des formes ensemble et de dire ah tiens, j'aimerais bien un peu de cet effet là, un peu de cet autre effet. Ah putain, je fais des bêtises. Et donc ça nous permet de comme ça faire une petite pipette à effet et dire ah bah tiens, j'aime bien prendre un peu celui-là, un peu celui-là, et voilà. Bon, bah ça c'est ouais, c'est peut-être un peu trop compliqué là pour l'instant. Bon, revenons à des choses simples. Voilà, j'ai envie d'un Tauros. Alors Tauros, qu'est-ce qu'on peut faire avec mais du coup, on essaye de faire une démo gamelier, un truc qui pète quoi. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est on va aller piquer une chanson à Ultracid. Donc Ultracid, il a un SoundCloud sur lequel on peut télécharger quelques-unes de ses chansons. Ah voilà, la chanson de tout à l'heure, comment c'était sur la photo, je vous avais montré qu'il avait gagné. Insert title here, c'était celle-là. Bref, on va l'entendre. Donc je crois... Attends, c'est laquelle ? Hop. Non. Bref. Peut-être celle-là. Bon bref, on s'en fout. Hop, download. Ah zut. Hey. Un croissant s'il vous plaît. Allez, hop. Un croissant s'il vous plaît. Qu'on va mettre du coup ici. Alors on va faire un petit dossier en... Ah bah tiens, j'avais fait un dossier gamelier. Donc oui, bah voilà. Dans Tool, voilà, directement à la racine, moi j'ai fait un petit dossier qui s'appelle gamelier. Donc on peut faire ça. Hop. Ah, j'ai de la musique de Saga Music. Hop. Alors je mets le MP3 là-dedans. Et après, donc, pour importer la musique dans Tool, en fait, il suffit de faire un glisser-déposer. Donc, je prends la musique, hop, je la déplace, et là,
je la glisse sur Tool. Et alors là, vous allez voir que dans ici, il nous dit qu'il est en train de calculer en fait la waveform qui va s'afficher en bas. Donc on peut déjà lire la musique, mais on n'entend rien sur mon PC, donc voilà. Je vais peut-être redémarrer en fait. Hop. Hop. Ça va cool. Okay. Bon. Désolé pour ce qu'on entend. Mais bon, du coup, comme ça, vous aurez tous téléchargé une musique qui vous plaît. C'est quoi operator definitions? Bah, du coup, l'opérateur, c'est tous les nœuds en fait. Et en fait, derrière, en fait, c'est qu'il y a du code. Donc, en fait, il charge le code tout simplement. Hop. Basse. Donc ça c'est un petit middleware de son, donc en fait on peut faire des trucs temps réel, du coup on peut faire de la FFT sur le signal audio, tout ça. Je vais reporter... Ah voilà, il y a du son. Ça peut être un peu moins fort. Ah oui, attends, ouais, ok. Ouais, ok. Mais alors donc du coup ce qui marche aussi c'est le edit et toggle mute audio pour pas l'entendre. Et comme ça on l'entend pas. Hop. Alors moi j'étais où? J'étais ici. Voilà. Attends, je vais quand même vous montrer. Alors, on peut aussi zoomer sur le son, tout ça. C'est juste pour vous montrer que là, on voit visuellement. Voilà. Et en fait, on voit visuellement que la musique s'arrête. Donc en fait, on peut à ce moment-là caler un effet, tout ça. C'est très basé sur le visuel. Voilà, mais bon, bref, nous on va faire un donut. On va faire un donut. Alors, pour l'instant, donc du coup, on n'a que de la géométrie qui se balade quelque part dans une scène. À un moment, il va nous falloir une caméra pour fixer en fait la position qu'on regarde. Donc, si on sélectionne Torus et qu'on appuie sur Tab et qu'on trouve la caméra qui est ici, là. Hop, en fait, vu qu'on avait sélectionné Torus, il va automatiquement nous linker les deux boîtes ensemble. Et en fait, si on veut, là on peut prendre la boîte et la déplacer et on remarque qu'elles sont bien effectivement liées. Alors, si on veut, alors, par exemple, on va montrer. Alors, juste pour vous montrer, alors si jamais vous n'avez pas le lien, voilà, donc imaginons que vous n'ayez pas le lien parce que vous avez oublié de sélectionner Torus avant. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre ici la petite flèche en haut du Torus, et d'ailleurs il y a un petit tooltip qui nous dit ce que c'est, bon, out, forcément, c'est pas très intéressant, mais hop, donc là on prend la flèche et on va venir la déposer sur la caméra. Voilà. Et hop, on a fait un lien. Et en fait, les liens, on peut les reprendre. On peut les reprendre si on appuie sur CTRL. Donc, en appuyant sur CTRL, ici, hop, je peux reprendre le lien et l'affecter à un autre nœud si on veut. Et si je l'affecte à rien, et ben hop, le lien est détruit. Voilà. Ça, c'est intéressant. Hop. Et
et du coup, si j'appuie sur CTRL et que je prends une boîte aussi, ça me crée un lien, tout ça. Bon, vous le verrez. Et du coup, si maintenant si je veux ajouter un nœud entre les deux, en fait, j'ai juste à sélectionner Torus. Et par exemple, je vais créer un groupe. Alors un groupe, ça prend plusieurs géométries, enfin ça prend plusieurs nœuds et ça en fait un seul nœud. Ça permet de rassembler les choses, hein, tout simplement. Et en fait là, vu que j'avais sélectionné Torus, il me l'a automatiquement créé entre Torus et caméra. Donc ça c'est plutôt pratique aussi, pour aller vite sur la création. Et si on veut enlever groupe et maintenir Torus caméra, alors ça c'est un truc que je comprends pas trop, mais en fait il faut secouer groupe. En fait, on le secoue, et moi j'arrive pas trop à secouer. Fort, fort. Ah ouais. C'est chiant. Hein. Hop, et hop, voilà, et au bout d'un moment. Voilà. Donc je comprends pas trop pourquoi il faut le faire ça, mais bon. Et si on a envie de l'insérer entre les deux, pareil, si on tient CTRL et qu'on le glisse sur le lien, hop, il s'insère sur le lien. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour voilà, maîtriser un peu les liens et tout ça. Donc là, bah, du coup, vu qu'on a un groupe, on peut mettre un torus par exemple, et on va mettre une sphère entre au milieu du tor. Donc ici, alors s'il n'y a pas sphère, du coup, on peut taper le nom de l'opérateur, voilà, et il va nous les trier automatiquement aussi par historique. Voilà, il va avoir tendance à mettre les derniers qu'on a utilisés plus vers le sommet. Et donc là, bah, on peut voir, on a plusieurs trucs, mais donc ce qu'il nous faut, c'est tout simplement la sphère. Donc hop, on crée une sphère, ici, on va la mettre ici, et on va la relier au groupe. Voilà. Et donc là, on a un groupe qui représente à la fois, du coup, oui, alors c'est pas très stable. faut sauvegarder souvent. Je sais pas ce que j'ai fait pour faire ça. Bon, bah alors du coup on va refaire ça rapidement. Mais donc avec le groupe, en fait, vous avez réuni le tor et la sphère en un seul nœud. Voilà. Oui. Donc les caméras, c'est un peu comme une caméra dans un moteur 3D, dans Oui. le sens où il a une position et une orientation. Tout à fait. Tout à Sauf fait. qu'il visualise que ce qu'on lui donne comme groupe, ou il visualise... Oui, et c'est ça le truc. C'est qu'après on peut faire des rendus différents et assembler ces rendus ensemble. Enfin, et voilà. C'est là que ça devient intéressant. Alors, je reprends tor, hop, sphère. Donc là, on avait un groupe. Hop. Si quelqu'un n'a pas d'ordi et veut suivre avec moi, il peut pas. Hop. Hop, caméra. Hop. Alors j'ai rapidement recréé ce qu'on avait. Hein. Et je sauvegarde. Wouh. Ok, on reprend là-dessus. Donc en fait, là ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va venir ici, on va cliquer sur le loquer la vue sur le nœud qu'on a sélectionné. Et ça donc c'est intéressant parce que en fait on va venir sélectionner le rendu final, c'est-à-dire le nœud le plus au sommet de la hiérarchie. On va venir loquer la vue dessus et ensuite on peut se balader dans le graphe, par exemple sélectionner que le torus. Donc à ce moment-là, en fait, la vue du haut va rester focalisée sur la caméra, qui d'ailleurs a maintenant un petit symbole ici, tandis que dans la vue du dessous, on ne voit que le torus. Et donc c'est là qu'on voit l'effet du groupe, c'est qu'en fait, si on se place ici, on n'a qu'un tor, si on se place ici, on n'a qu'une sphère, et le groupe a rassemblé les deux. Et après, il y a la caméra en plus. Donc, par exemple, si on vient modifier des paramètres de caméra, par exemple, position et target, alors, du coup, le fait de se déplacer dans la scène, enfin au niveau du viewport, ici, en fait, ça va automatiquement déplacer la position comme paramètre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique, parce que ça nous permet de positionner la caméra comme on le veut. Par exemple, moi, je veux que la caméra soit comme ça,
et ben voilà, hop, j'ai juste à le positionner comme ça et la caméra sera comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit tuer le Discord. Un petit W-I-R-L. sur l'histoire. Alors c'est sur le groupe, je suppose. Hop, alors tuer. I, un I. Ouais. Tuer Je sais pas écrire. il est pas mal fait. Alors. Je l'aime bien. Alors je mets juste le prévu pour juste vérifier qu'il me dit pas des bêtises. Je sais pas si c'est sur le groupe ou si c'est sur un objet. Alors ici il fait pas grand chose. Il faut activer des petits boutons. Allez, Il là faut tu vas activer dessus. le noise eye mount, le noise scale. Alors tu vas nous dire. Hop. Alors. Je crois qu'il faut le faire avant un groupe par contre. Ah. T'as pas de paramètres? Bah là j'ai pas de paramètres. Attends, attends. Ma foi c'est bizarre. Oh putain, il est encore planté. Oh, oui. Il me montre pas les paramètres du tueur là. Ouais, bon, c'est pas très stable. Hein. Et toi, t'arrives à faire des bons trucs avec? Et bah ouais, il fait plein de trucs rigolos. Moi je mets value 1, noise time 14, noise element 1 et mon donut il part dans l'espace. Et ouais, il faut bidouiller les propriétés à côté. Hop, alors, allons voir ça. Je l'ai fait avant un groupe, je sais pas si ça change quelque chose. Mais alors du coup il s'applique que sur le tort et pas sur la sphère. Peut-être. Moi j'aime bien. Mais c'est parce que moi j'ai fait le tort. Avant la sphère. Là j'ai mis la Ah. fleur. Hop. Ah, c'est pas un truc là? Attends, c'est fait non également, c'est mention. Ah oui. Allez, Ah il faut redescendre un peu les choses, c'est à fond. Non mais en plus le tapis il marche pas donc. Hop, allez, on s'en fout. Alors, tutorial, on disait. Mais je comprends pas parce que je jure que je l'ai testé en plus. Hein, mais... Tu veux mon PC ou Bah, si t'as envie de venir à l'écran. Ah non, je suis pas sur mon PC, là, c'est une dernière fois. Bon. Non. Ça y est, c'est fini. Peut-être. Ouais, mais attends, enfin. Ah oui, C'est le sur le- time qui c'est mis le time à la fermeture. Alors, je pense que dans le doute, je vais supprimer tout. Augmenter un peu la résolution du- Hop, je vais supprimer la sphère aussi. Tuc. Le deuxième aussi. Ouais, c'est un peu plus détaillé. Hop. Alors du coup, t'as mis quelle valeur toi? Moi j'ai mis quoi value 1, noise time 14, noise element 1, noise scale 0,7. Normalement dès que tu tripotes ça. Ah oui. Ouais. Alors effectivement. Donc si vous appuyez sur Alt pendant que vous drag and drop, enfin pendant que vous slidez la valeur, ça va mettre un slide un peu plus petit. Enfin, donc c'est plus précis si vous appuyez sur slide. Hop. Est-ce que... Ouais. On va être comme ça. Bah, c'est cool parce que du coup, ça nous permet de voir comment animer des valeurs dans le temps. Parce que là, si vous restez comme ça, que vous le mettez sur la caméra du coup et que vous regardez le rendu de la caméra, hop. Donc le tutorial distord. En fait, si vous jouez du coup le truc, bah, vous allez vous apercevoir que votre distord en fait il reste statique.
Et ça, c'est pour une raison simple. En fait, c'est que le noise time, en fait, c'est une valeur. Donc là, en fait, c'est en faisant bouger cette valeur, en fait, on fait bouger le noise. Voilà. Mais en fait, bah, cette valeur, de base, elle bouge pas. Donc il faut l'animer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, la façon, enfin, il y a deux façons. Mais je vais vous présenter les deux, du coup. La première façon, c'est en fait en posant des keyframes. Voilà, donc, si vous avez déjà fait de l'animation, vous savez, c'est que à un certain temps, voilà, vous posez une keyframe, et à un certain autre temps, vous en posez une autre. Hop, next time. Et alors, normalement, ça aurait dû s'afficher dans cette vue-là. Voilà, c'est ça. En fait, sur la timeline, là du coup, On va expliquer la keyframe. Désolé. Ah, pardon, oui, pour ceux, oui, la keyframe. Non, je sais ce que c'est qu'un keyframe, mais j'ai pas vu la manip en fait. Alors en fait, j'ai juste désélectionné et resélectionné twirl. Times. Combien, on ouvre les pipes. Voilà, la prochaine fois, combien de secondes avant que ça plante? Une minute à ma gauche. Ouais, c'est Bizarre, hein. c'est vraiment bizarre. C'est peut-être le vidéo proche. T'es en duplicate, c'est ça? Ouais, je suis en duplicate. Peut-être passe en only one et tu tournes la tête vers le chouchou. Alors, ça va être comique. Clairement, ça va tout changer. Situation désespérée, solution désespérée. Oui, Sur un ordi qui marche, oui, mais normalement il marche aussi, quoi. Tool. Hop. Ah, alors attends, parce que du coup, ouais, il y a une plus grande résolution, donc je vais un peu sur voilà. Alors, cool, j'avais enregistré juste avant. Donc oui, alors rapidement, keyframe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on place des valeurs dans le temps. C'est-à-dire que là, on a dit que... Alors, il faut aller voir la timeline en bas. C'est comment les raccourcis déjà? Ah, bon. Hop, voilà. Donc là, en fait, on est venu dire que à ce temps-là, hop, il faut que je clique ici. À ce temps-là, la valeur de noise time était de 0 et que à ce temps ici, un peu plus loin, la valeur de noise time était de 2,8. Et donc du coup, entre les deux, vous voyez la petite courbe, il va nous faire une interpolation. Donc ça veut dire interpolation, on commence à 0 du coup. Hop, et là, il va grandir progressivement, donc hop, 0,3, 0,4, etc., etc., 1, 1,4, hop, 2, hop, voilà. Donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'en fait, on fait des animations classiques, hein. C'est qu'on pose des keyframes et après, on définit des interpolations entre. Alors là, les interpolations qu'on a définies avant la courbe et après la courbe, en fait, on a dit que c'était constant. C'est-à-dire qu'avant cette courbe-là, bah, c'est tout le temps 0. Avant la première keyframe, c'est tout le temps 0. Et après la dernière keyframe, c'est tout le temps 2,8. Donc, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça continue. Et là, c'est très simple, en fait. C'est que si on clique droit sur la timeline et qu'on met before curve, repeat, alors, on peut mettre juste repeat et ça va nous faire des dents de scie. Parce que ça va répéter exactement ce pattern. Ça peut être intéressant dans certains cas. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre repeat continuously. Hop, et là, en fait, il va nous prolonger la courbe. En fait, il va la prolonger. Et donc, on va faire la même chose after curve, voilà. Hop. Ah. Hop. Voilà.
Et donc là, en fait, on a prolongé. Et donc maintenant, attends. Si je me mets là, hop, et que je joue. Voilà. Voilà. Et donc on a notre twirl qui est là. Voilà. Et donc là c'est animé. Donc avec les keyframes. Donc normalement en fait chaque valeur on peut l'animer. Par exemple même un vecteur 3 là, le centre, on peut dire bah tiens j'ai envie de l'animer et on va se retrouver à animer le centre. Alors les vecteurs 3 on peut les déplier si on clique sur le petit bouton qu'il y a juste à gauche. Et là, il va nous montrer les détails, il va nous mettre centre X, centre Y et centre Z. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait. Mais donc voilà, donc là on peut animer seulement la valeur X du centre, si on veut. Ou on peut animer les trois ensemble. Ou voilà. Hop, alors là j'en veux pas, donc je vais me mettre sur Remove Animation pour enlever l'animation. Alors, bah pendant qu'on y est, alors la caméra en général c'est ce qu'on veut parce qu'on va avoir du contrôle sur la démo. En général, on n'aime pas trop introduire de l'aléatoire dans les démos parce qu'on veut être sûr que le rendu qu'on a designé c'est bien le rendu qu'on va présenter pendant la démo partie. Donc voilà, on n'a pas envie que ça fasse n'importe quoi. Mais là, juste pour nous, entre nous, on va enlever la caméra et on va plutôt mettre une random observer cam qui en fait qui est une caméra mais qui bouge un peu partout dans l'espace. Alors, j'ai changé la caméra, donc il faut que je revienne ici. Hop, je remets un lock sur cette random cam là. Et en fait, si je joue la caméra dans l'espace, hop. Alors, ouais, avec le twirl, c'est pas forcément évident. Alors. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui bouge avec une caméra qui bouge. Ouais, alors effectivement, c'est peut-être pas forcément. Voilà. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange, effectivement. Alors je vous montre juste. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on savait ce qui bougeait. C'est vrai. Non, effectivement, c'est peut-être pas adéquat de mettre une caméra qui bouge à cet endroit-là. Ouais, juste pour vous montrer ce que fait quand même cette random observer cam, en fait. Voilà. Donc là le twirl ne bouge pas, mais c'est pour vous montrer que la caméra se déplace un peu partout dans l'espace. Elle fait des avant, des zooms, tout ça. Enfin, voilà. Donc là, c'est aléatoire, en sachant que ça va toujours faire la même chose aussi. Mais là, le but. C'est aléatoire, c'est. Oh, Dural, c'est procédural. C'est procédural. C'est cyclique. Ouais. Tu laisses pas avoir. Ouais, non, là c'est une caméra très pratique pour voir un peu, quand on n'a pas envie de designer la caméra, on commence par une random cam pour voir un peu ce qui se passe, et après on met une vraie caméra avec une vraie position animée et tout ça. Voilà. Mais ça c'est pratique pour débugger un peu, ce qui se passe. Voilà. Alors, d'ailleurs, est-ce que je peux un peu la reculer ? Alors, la deuxième façon d'animer les choses, en fait, c'est d'utiliser simplement des formules mathématiques, parce que, mine de rien, on a des formules. Parce que ça, derrière, ça reste de la programmation, hein, donc on reste sur les principes de variables, tout ça. Donc, si, en fait, on met un opérateur qui s'appelle temps, et l'opérateur temps, en fait, il nous livre une variable qui est simplement le temps de la démo. Donc là, si je reviens à 0, hop, vous voyez que, je suis même un petit peu dans les négatifs, vous voyez que là, le nœud temps, il me donne la valeur moins 0,18, et que si je joue la démo, hop, c'est le chronomètre de la démo. Et en fait, ce temps-là, on va pouvoir venir directement le plugger sur le twirl. Et donc là, en fait, c'est la même technique que tout à l'heure. On va venir appuyer sur CTRL, prendre temps, donc hop, ça nous fait un petit lien. Et en fait,
le petit lien, on va le mettre sur le paramètre. Hop, ici. Hop, et voilà. Donc faut venir donc prendre la boîte ici avec contrôle, enfin pour faire un lien, et le lien on le dépose ici sur le paramètre. Et là du coup le paramètre devient bleu parce que il est drivé en fait par des nœuds sous-jacents. Et à ce moment-là, du coup, bah si on joue, bah voilà, ça va animer directement le paramètre du time. Tout le monde a suivi ou je recommence? Je sais pas sur quel paramètre il a mis. Sur le noise time. Tu crois pas que tu as besoin du contrôle? Alors le contrôle c'est juste une facilité pour pas avoir à cliquer sur la petite flèche. Ah, ok. Voilà. C'est juste que si tu appuies sur contrôle, tu peux cliquer n'importe où sur la boîte et ça va tirer un trait. Voilà. Ça c'est pas du tout un logiciel, on peut pas l'affecter à un mapping quelconque. Je suis pas sûr que tu puisses. Mais étant donné que tu as les sources. Tu pourrais. Mais alors, oui, parce que effectivement, du coup, eux, enfin, ça reste leur logiciel de travail. Donc eux, ils l'ont fait pour eux avant tout. Et après, bon, il se trouve qu'ils l'ont réalisé en open source et qu'on peut l'utiliser, mais eux, enfin, c'est leur façon de travailler. Ils savent comment l'utiliser. Voilà. Donc c'est adapté pour eux. Après, oui, enfin, toi, si tu as envie de, bah, soit tu t'adaptes à leur logiciel. Soit tu crées le tien, tu vois. Non mais je parle je parle en général. Hein. Enfin, c'est un peu dur d'utiliser un logiciel qui n'a pas été prévu. Enfin, ils n'ont pas prévu ça pour une utilisation globale. Hein. Enfin, eux, ils font leurs installations avec ça, mais à la base, ils prévoyaient peut-être pas de le réaliser d'ailleurs hein, en open source. Parce que généralement, du. Et à part eux, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ou... Tool, du coup, ils l'ont réalisé il n'y a pas très longtemps, donc je te dirais que non, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Master Backup. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres démo tools qui sont pas mal utilisés? Ils ont ouvert en open source Farbro chez Cookieer, ouais. Mais c'est encore plus incompréhensible que ça. Quoi. Ouais. Farstag, oui, effectivement. Bah, du coup, là, Tool est en partie inspiré des autres démo tools, mais ils ont essayé de prendre le bien et de mixer un peu, parce qu'effectivement, ouais. Est-ce que tu peux prendre des infos du son qui joue et prendre en compte? Oui, tout à fait. Tu peux mettre une FFT, du coup, alors c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, la Fast Fourier Transform. C'est en fait une opération mathématique. Alors la transformée de Fourier, c'est une opération mathématique qui permet de passer un signal temporel en signal fréquentiel. Ça veut dire que si on a un signal temporel, on est capable de trouver les fréquences qu'il y a dans ce signal. Et après, bah, en fait, c'est ce que vous avez sur votre radio, si vous avez des barres qui s'agitent en fonction de la musique, bah, typiquement, voilà, c'est une transformée de Fourier. Et ça vous montre, bah, il y a beaucoup de basses ou pas, il y a beaucoup d'aigus ou pas. Voilà. Donc ça, c'est une transformée de Fourier. Et donc, normalement, il y a un opérateur qui s'appelle FFT range, tout ça. Donc voilà, donc là, tu vas trouver des trucs. Tu vas même trouver un exemple de comment on l'utilise. Mais alors après, du coup, c'est un peu bizarre parce que, en fait, théoriquement, là, tu n'as pas besoin d'une FFT parce que tu maîtrises ton son, en fait. Étant donné que tu connais ton son, que tu connais le compositeur, tu as pu discuter avec lui de, voilà, à ce moment-là, tu mets tel, enfin, un peu. Donc, en fait, travailler avec une FFT dans ce cas-là, c'est un peu bizarre. Mais après, si tu as envie de faire des installations interactives, par contre, tu peux mettre une FFT, tout ça. Voilà. Alors, rapidement, du coup, on va juste finir ce petit tour là quand même, parce que, ok, on a une caméra, du coup. Alors du coup, là, ouais, j'ai perdu ma random observer caméra, j'ai juste une caméra classique. Bon, très bien, tant mieux. Alors, reprenons ce que ça fait. Non, c'était pas mieux. Ok. Je remets le temps. Hop. Alors, le temps, du coup, c'est une valeur numérique. Il y a des opérateurs qui peuvent s'appliquer dessus et ils sont là. Donc, on peut ajouter une valeur, on peut la multiplier par une autre valeur
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le remap, parce que ça permet de faire les deux à la fois. En fait, ça permet de redimensionner une plage de valeur en une autre plage de valeur. Donc, c'est pas mal intéressant. Mais bon, hop. Sur time. Nos time. J'enregistre. Hop. Et là, du coup, il était bloqué sur la caméra. Hop. Hop, voilà. Donc là j'ai ça, actuellement. J'enregistre. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est un rendu. On va faire un rendu parce qu'on a une caméra, donc auquel on va lui demander de générer la frame qui correspond. Et on va faire ça avec un opérateur render to image. Et en fait, ça va nous transformer. Vous voyez que la couleur n'est pas la même. Jusqu'à présent, on a travaillé avec des boîtes un peu bleu-verte pour nous signifier que c'était une scène 3D. Là, on a vu que le time, c'était gris, pour nous signifier que c'était une valeur numérique. Et là, maintenant, on se retrouve avec une couleur un peu plus violette, pour nous dire que c'est une image. Et vous voyez que là, du coup, on a vraiment on a un rendu. Alors, je vais changer la couleur de fond. Je veux dire, alors c'est là qu'on va utiliser le color picker. En fait, je vais venir ici en bas à gauche et je vais pouvoir changer la couleur de fond. Et je vais mettre un petit bleu. Voilà, ici. Voilà, donc ça c'est la couleur de fond qui nous rend la caméra. Hop, alors, hop, la couleur, le render, je vais le loquer ici. Et voilà. Et donc là, à nouveau, on est ici. On peut venir déplacer la caméra et ça va nous déplacer du coup l'image rendue finale. Hop. Alors, je sais pas si on a des gizmos ou pas. Très bien. On n'a pas de gizmo ici. Ok. Donc là, ok, on l'a rendu. Et bien, ce qu'on peut faire comme effet, c'est un petit blur par exemple. Hop, donc on va mettre un petit blur gaussien. Donc le blur gaussien, voilà, bon, il va nous appliquer un flou tout simplement. Et puis ce qu'on peut venir faire aussi, alors on va reprendre render to image. Hop, et on va appliquer un radial glow. Et ça, radial glow, c'est un effet un peu beau de la démoscène. C'est en fait, je vais vous montrer juste en bas. En fait, voilà, il va nous créer des, voilà, comme si on avait une lumière au milieu, et il va nous faire des petits rayons, voilà. Donc ça, c'est cool. Donc le radial glow t'as mis après le blur ou... Alors, en fait, je les ai mis sur deux branches différentes. Ah. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir réassembler les deux. Hop. Et que je me trompe là. Alors, blend. Si je mets un petit blend image add. Hop. Et là, du coup, je réassemble les deux. Voilà. Alors, forcément, ça fait un peu du caca. Alors, c'est pas du add. C'est pas du add que je veux. Comment ça s'appelle? Blend image. Ah, ça m'a fait ça. On dirait qu'on est sous l'eau. Je sais pas pourquoi. Par contre, j'ai pas la couleur qui Voilà. Voilà, alors là, donc, du coup, j'ai mis un opérateur Blend Images. Et le color mode, il est en normal blend. Et donc, si je lis le truc, maintenant il n'est pas du tout blurré en fait. Hop. Attends. Oh là là. Il y a un truc bizarre là, il y a un truc bizarre. C'est pas celui-là que je veux blurrer. Ah putain. Hop.
on enlève ce lien-là, et en fait, c'est ce lien-là, voilà, que j'ai envie de faire. Alors, voilà, c'est ça le schéma que j'avais envie de faire. Donc, traitement de diamant. Mais du coup, là, on voit pas le blur en fait. Donc, c'est pas normal blend. Peut-être un petit multiply. Non, pas multiply. Voilà. Peut-être overlay. Je pense que overlay, ça doit être basé sur l'alpha. Donc, hop, je le regarde. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un texte avec. Alors, on peut mettre une caméra qui bouge, juste pour le fun quand même. On va dire que là, la position. Tout à l'heure, tu as fait des renders, donc tu as une banque qui se crée. Pardon? Tu peux créer une banque d'effets que tu as enregistrés ou... En fait, ouais, exactement, parce que là, le fait que les nœuds soient violets, en fait, ça veut dire que c'est vraiment une image, tu manipules une image. Et potentiellement, à chaque nœud, ici, tu manipules une image différente. Donc du coup, après, tu peux utiliser cette image-là pour un autre rendu quelque part ailleurs. Et voilà. Donc oui, quelque part, c'est une banque d'images, mais... Enfin, est-ce que ça te répond à ta question? Non, j'ai compris, mais ouais. on a une image générative, mais c'est réellement... là, je me suis créé disons quelque chose qui va ressembler à qui peut évoluer dans un temps T, ouais. qui a tel aspect. Après, je peux le modifier autrement, le faire évoluer... Bah, tout à fait. Bah, tu vois que là, en fait, on l'a modifié de deux façons différentes. On a fait un Twirl Distort sur la mèche, et on a fait un Radial Glow sur l'image. Et que, en fait, les deux effets s'appliquent pas de la même façon parce qu'ils ne modifient pas la même chose. Le Twirl modifie la mèche et le Glow modifie l'image. Mais après, du coup, on peut replacer. Bah, c'est ce qu'on va faire en fait. On va replacer ça en 3D à nouveau. L'image, on va la remettre dans un plan 3D pour mettre le texte avec. Alors, j'étais en train de modifier ça. Donc là, j'ai la caméra ici. Hop. Voilà, on va mettre la caméra ici. Hop. Donc là, il m'a automatiquement rajouté les keyframes qui vont bien ici, quand j'ai juste déplacé la caméra. Et normalement, si je mets un petit repeat, il va me répéter ça. Alors, c'est vraiment pas designé, hein, c'est juste histoire de vous montrer quelque chose. Ouais, forcément. C'est un peu plus long que prévu. Donc, plus long, toi, ce que tu vas faire, c'est la partie du trait. Donc, tu prolonges ça avec du trait. Avec, il y a un autre filtre qui s'appelle Detect Edge. D'accord. Qui donne un petit côté comics. Bon alors, mais effectivement, comme on le disait, faire un déplacement de caméra sur un truc qui twirl, c'est pas forcément adéquat. Par contre, faire un effet comme ça, c'est à se dire, je vais travailler en génératif comme on est. Ouais. Et je vais déclarer une pulsation par exemple. Ouais. Bah c'est là que ça se passe du coup. Est-ce qu'on peut faire une pulsation temps? En fait, là par exemple, tu vois, alors, je suis en train de hop, si je suis là, tu pourrais pulser un peu comme ça. Après, tu peux pulser aussi avec le time. Je pensais avec le time, parce qu'à ouais. la musique là, elle est sacrifiée. Ouais, parce que regarde, si je mets par exemple que le time, j'applique dessus un sinus, du coup,
je vais avoir des valeurs entre -1 et 1 avec une certaine période. Donc je peux modifier la période. Je peux mettre par exemple, si on veut que ça pulse à 0,2. Ah putain. Backup. Backup. Parce que là, au fond, la musique, là, tu l'utilises comme support. Oui. Tu fais une basse temps, voilà. Mais on s'en fiche. Tout à fait. De toute façon, quand tu recherches tes effets, enfin, tu as quand même la direction de la musique. Pour t'inspirer, parce que tu as Ouais. une musique pour te travailler, mais au fond, là, dans la façon dont tu travailles, là, j'ai l'impression que ce serait comme tu dis, là, ce serait une basse temps. Tout à fait. Hein. D'accord. Et par contre, c'est intéressant de se dire, est-ce que dans une basse temps, je peux donner des impulses dans mon image, etc. Oui, c'est ça. Alors attends, je vais arrêter le... Où est-ce que j'étais Caméra. Ouh. Voilà. Donc, voilà. Donc si on veut, donc on peut appliquer un sinus sur le time. Alors là, forcément, vu que c'est mappé au time noise, ce sera peut-être pas très beau. Mais donc, ouais, alors, période de 0,3, on avait dit. Alors du coup, là, ça nous donne une valeur entre -1 et 1. Et nous, on aimerait bien que ça nous donne... Oh non... je suis vraiment désolé. J'espère que vous, sur vos PC, ça marche mieux. Ouais. Donc on a notre sinus, ok, et on va appliquer par exemple un remap. Hop. Donc ça c'est très pratique pour dire que voilà, votre sinus, range in, il va prendre des valeurs entre -1 et 1, et en range out, vous voulez qu'il prenne des valeurs entre 0 et 10 par exemple. Et donc ça voilà, le remap, ça vous permet de remapper une plage en une autre plage. Voilà, donc c'est très rapide. Et donc à ce moment-là, normalement, alors peut-être que 0,3 c'était un peu trop fort. 2. Voilà. Alors, hop. J'en profite pour locker la caméra sur la caméra. Bah non, on voit pas en fait. On va pas, c'était totalement débile. On va le mapper sur quoi? Ah, on va le mapper sur la taille par exemple. Alors, j'enlève le Total Distort pour l'instant. Et on peut le mapper sur le rayon tout simplement. Donc là, hop, je prends le remap et je le branche sur le rayon. Et je dis que le remap, il va prendre des valeurs entre 2 et... C'est... ouais. On enverra la vidéo à Ouais, je pense. Picture pour qu'il se rende de... Ah ouais, je pense qu'il... à la fois agréablement surpris qu'en France, à Paris, il y a des gens qui s'intéressent à son truc et que du coup, ils soient obligés de débugger son logiciel. Ouais. Ah, c'est le problème avec les logiciels open source. Hein. Oh. Je rigole. Hop, alors on disait... Est-ce qu'il y a une notion en programmation, genre d'un if ou quelque chose comme ça, pour dire on veut cette géométrie ou bien Ouais. on veut pas? Je pense qu'on va passer à ça juste après. Hop, un petit remap. Donc, -1, 2, 5.
Hop. Non mais... Ah là là. Mais je pense vraiment qu'il y a un truc avec la sortie projecteur du PC. Quoique, enfin, l'erreur que ça marque, c'est pas lié à ça. Mais... On va y arriver. Hop, réussi. Et donc, voilà. Voilà. On peut faire des trucs qui pulsent comme ça du coup. Bah, quand même juste pour te montrer comment on fait une branche. Alors, une branche, alors génériquement en fait on va utiliser un opérateur qui est le switch et c'est les switch. Hop. Alors, tout ça je le vire. Hop. On va mettre un torus et on va mettre un cube. Voilà. Et au revoir. Et là, on va mettre un switch. Et en fait, alors switch, c'est un opérateur. Oh non, 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 non. C'est bon. Switch, c'est un opérateur un peu particulier parce qu'en fait, il peut avoir un nombre indéfini d'entrées. Et donc nous, par exemple, on va venir mettre torus et cube. Et on va bloquer tout switch. Et en fait, c'est l'index qui va nous dire quelle entrée il va utiliser. Donc si on prend le 1, pourquoi ça reste bon peut-être le plugger une caméra. Voilà. Pardon. Avec le caméra on verra mieux. Donc l'entrée 1 on est sur le cube et l'entrée 0 on est sur le torus. Avec une résolution bizarre. Qui est un truc bizarre parce qu'en fait je pense que c'est le rayon qui est 0. Voilà, tout simplement. D'accord. Ah d'accord, donc après tu animes... Et après tu peux animer justement ce paramètre index parce que c'est une valeur donc tu peux l'animer. Voilà. Donc ça c'est une façon de faire effectivement. Après si tu as envie d'animer des choses dans le temps, il y a un time switch qui est plus précis. Time clip switch. Et en fait, et tu vois que là il apparaît dans la timeline. Donc c'est pratique pour avoir une indication visuelle. Et du coup tu peux lui dire ton range du coup. Voilà. Et en fait il va être évalué seulement dans cet intervalle de temps là. Donc du coup tu vas pouvoir changer de caméra, tu vas pouvoir changer de scène comme ça. Voilà. Voilà, voilà. D'accord. Autre chose. Alors on était toujours là-haut. Hop, yeah. Et on voulait ajouter un texte. Et là du coup, c'est là que c'était intéressant d'avoir fait un rendu à part. Parce qu'en fait, on va retransformer cette image dans l'espace 3D en mettant un petit layer 2D. Layer 2D, du coup, ça prend une image et ça redonne une scène. Et en fait, ça redonne une scène où l'image est projetée dans la scène, simplement.
Et donc voilà. Et donc là, on se retrouve à nouveau avec une scène 3D. Donc on a vraiment une scène 3D qu'on peut manipuler dans l'espace, mais avec l'image qui est fixée par-dessus. Oh non. Oh. Après cette séance, tu vas super costaud. Ouais. Ouais, non, mais faut en vouloir. Hein. Désolé. Ah non, mais c'est pas de souci. On va faire quand on a bientôt. Ouais, je sais pas, ok. Bah rapidement, juste pour vous montrer cet opérateur du coup. Donc avec Layer 2D, vous transformez une image à nouveau dans l'espace scène en fait. Et donc là, vous pouvez ajouter un texte et mettre une autre caméra. C'est-à-dire que les deux caméras en fait de votre scène sont indépendantes. Donc vous pouvez filmer votre torus de la manière dont vous le voulez et filmer votre texte de la manière dont vous le voulez. Et les deux sont indépendants. Hop. Tchuc. Hop. Layer 2D. Hop. On va rajouter un texte. Alors le texte il est ici en bas à gauche. Donc on va mettre un petit texte genre... Ah alors imaginons on mettait un texte. Alors ensuite ce qu'on peut faire du coup c'est un groupe pour mettre ces deux-là ensemble. On pourrait mettre une caméra après derrière. Et du coup, ça nous rendrait une autre caméra, voilà. Donc là, la caméra, elle affecterait que le texte, parce que ça c'est dicté par cette caméra-là qui est projetée sur l'écran. Donc c'est comme ça qu'on peut combiner les deux caméras. Et là, ça sera inséré dans l'autre, donc on aura un 3D dans le 1D. Bah, en fait, on a la 3D, le torus dans l'espace 3D, et après on peut mettre notre texte par-dessus, lui en 2D par exemple. Enfin, le texte est dans un espace 3D, hein, donc on peut faire des modifications 3D dessus, mais on va mettre une caméra orthogonale par exemple pour l'avoir en 2D. Et donc on a le tor qui se déplace en 3D plus le texte en 2D. Voilà, effectivement. Bon, bah... Du coup, Peut-être que je prends quelques questions. Merci. Ouais. Bon, je suis désolé pour ça. Mais alors du coup, ce que je vous ai pas montré, c'est comment programmer ses propres nœuds en fait, parce que là, on se rend compte qu'on est assez limité, parce qu'on a du coup, on peut faire de la géométrie de base, mais pas plus que ça. On peut faire quelques opérations de blend, mais pas plus que ça non plus. Donc très rapidement, il va falloir qu'on crée nos propres nœuds. Et bon, c'est là qu'il va falloir programmer, quoi. Donc à ce moment-là, on peut programmer des shaders. Parce qu'il y a des nœuds qui sont des shaders. Il y a des nœuds qui sont des opérations sur des mèches. Donc ils vont prendre des vertices, ils vont rendre d'autres vertices. Il y a des nœuds qui sont des... Voilà, enfin, il y a plusieurs types de nœuds. On peut vraiment programmer ce qu'on veut. Voilà. Et donc, si vous allez fouiller dans les projets qui existent, donc de démos qu'ils ont shippés, voilà, vous verrez vraiment des nœuds custom. Donc, il y a des nœuds qui ont été faits spécialement pour ces démos, et si vous double-cliquez dessus, vous allez pouvoir rentrer dedans et regarder leur code. Donc, ils ont un système d'annotation qui est assez pratique pour générer une partie du code, mais avoir du contrôle sur le reste du code. Bon, vous verrez ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, donc c'est comme ça que en fait, vous allez pouvoir développer votre propre démo. Voilà.